Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de My Marketing Podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Anaïs Baumgarten pour parler d'un sujet qui personnellement me tient très à cœur, qui sont les actions marketing digital responsables. Bienvenue sur My Marketing Podcast. Salut Sandy, merci pour l'accueil. Je suis super contente de parler de cette thématique qui me tient aussi énormément à cœur. Écoute, je me souviens que j'avais eu le plaisir de venir sur ton podcast Slow Marketing. D'ailleurs, je vais faire un petit coup de pub tout de suite parce que c'est un excellent podcast si vous vous intéressez aux thématiques marketing, parce qu'on parle vraiment de marketing, je vous promets, sur le podcast d'Anaïs, mais avec sous l'angle, je vais dire, du marketing responsable. Tu nous as préparé 5 actions. Est-ce que tu pourrais juste nous dire rapidement pourquoi aujourd'hui on peut s'y intéresser, pourquoi c'est si important aujourd'hui de s'intéresser au marketing responsable? Oui, je pense que c'est important parce que déjà, on fait face à une crise environnementale et sociétale comme on n'a jamais connu. Et aujourd'hui, il faut prendre en compte que le marketing a à la fois un rôle, a une responsabilité dans cette crise-là, il faut déjà en avoir conscience, mais aussi un rôle hyper important parce qu'en fait, notre métier, on est des experts de l'influence des comportements. Et du coup, on a aussi cette opportunité-là de pouvoir influencer et changer les comportements des consommateurs. Donc, je pense que cette prise de conscience de cette double responsabilité, à la fois en termes de conséquences, mais à la fois dans les changements qu'on peut amener, est très importante. Et puis, plus généralement, pour les entreprises, avoir une approche responsable sur son marketing, c'est déjà commencer par réduire l'impact environnemental de son marketing. Et si on est dans une démarche de bilan carbone, etc., tout de suite, ça va prendre des formes très concrètes et applicables. C'est une approche qui permet de fidéliser des clients qui sont de plus en plus engagés et sensibles à ces sujets. Et puis, c'est une différenciation concurrentielle qui est essentielle. Ouais. Vous voyez, en plus, on peut le rattacher clairement à la notion de compétitivité. Les entreprises qui savent prendre des positions fortes se démarquent, clairement. Je dirais auprès de leurs clients, mais aussi auprès des candidats. On a souvent abordé le thème de la marque employeur sur My Marketing Podcast, et c'est aussi vrai pour attirer des talents. Ils vont pouvoir se retrouver dans certaines valeurs et certains, on va dire, combats ou causes que vous allez soutenir en tant qu'entreprise. Donc, hyper intéressant, ça touche tous les niveaux. Et là où je te rejoins, et je trouve très pertinent que tu l'aies abordé, c'est qu'en fait, en tant que marketeur, ou j'ai envie de dire, si vous n'êtes pas marketeur, mais que vous êtes dirigeant, mais que vous faites du marketing et que vous communiquez, vous avez une responsabilité, vous pouvez influencer positivement votre audience, les gens qui vous écoutent. À partir du moment où vous prenez la parole, vous avez une influence. Donc, c'est pas à prendre à la légère. Ok, Anaïs. Alors, le petit plan d'action, là, moi, je l'ai vu, je suis hyper au taquet. Qu'est-ce que je peux faire? Tu nous as proposé 5 actions. La première action, qu'est-ce que c'est? Écoute Sandy, la première action, c'est déjà de prendre conscience que les émissions du numérique aujourd'hui, c'est 4% des émissions dans le monde, soit plus que l'aviation civile, qui représente 3%. Énorme. Donc c'est énorme. Et en plus, elles sont amenées à plus que doubler dans les 3 prochaines années, selon un rapport de Shift Project. Sur ces 4% d'émissions-là, 75% proviennent de la fabrication des terminaux, donc de la fabrication de ton ordinateur, de ton casque, de ton micro, téléphone. Et donc, l'action la plus importante finalement qu'on peut faire dans une optique marketing digital responsable, c'est de privilégier le matériel reconditionné ou de seconde main pour tout ce qui va concerner son équipe marketing. Et donc, quand tu dis reconditionné, alors on va expliquer ce que c'est, peut-être parce qu'il y a des personnes qui ne savent pas ce que ça veut dire. Est-ce que tu peux nous éclaircir sur le sujet? Ouais, alors du matériel reconditionné, en fait, c'est du matériel de seconde main, mais qui a été remis comme à neuf pour pouvoir être utilisé par une nouvelle personne. Il y a des plateformes assez connues. La plus connue, c'est Backmarket qui le propose, mais il y a aussi maintenant plein d'autres plateformes qui le font. Avec le reconditionné, en fait, on a vraiment la garantie que le matériel qu'on a acheté fonctionne et est prêt à être utilisé aussi bien qu'un matériel neuf. J'ai un iPhone 12 mini acheté sur Back Market. Ça fait 2 ans que je l'ai. Il est probablement bien plus ancien, parce que je ne sais pas quand est-ce qu'est sorti l'iPhone 12 mini. Et ça fonctionne très bien. Et comme tu le dis, en fait, quand on l'achète, il a été remis en état. Donc, ça veut dire qu'ils ont changé potentiellement certaines pièces, un écran. Mais l'impact environnemental reste bien moins important que d'en acheter un neuf. Donc, le reconditionner, honnêtement, c'est juste un réflexe à avoir. Parce que on manque pas de choix. La plupart d'entre nous, on n'a pas besoin de PC qui vont sur la Lune. On a besoin juste de PC avec des processeurs corrects.
Une deuxième action qu'on peut faire pour réduire ou pour être plus responsable et évidemment réduire son impact sur l'environnement. Ouais, la deuxième action, ça va être de compresser toutes les images, les vidéos, les audios, PDF, tous les éléments qu'on va venir télécharger ou charger en ligne. En gros, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le poids de ton fichier, de gigas, de mégas, c'est un poids de stockage sur des serveurs. Et donc et aujourd'hui, comme tout est dans le cloud, on n'a plus vraiment. Avant, on avait même à la tour à la maison, on voyait physiquement la tour de l'ordinateur. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est complètement déconnecté de ce qui est l'espace de stockage parce que tout est complètement digitalisé. Il faut bien comprendre que le poids de ton fichier, c'est un poids de stockage et il est bien physique, bien réel et il est gourmand en énergie. D'autant plus que quand tu uploads une vidéo sur YouTube, par exemple, YouTube, lui, pour pouvoir faire en sorte que ta vidéo, elle soit disponible dans le monde entier, partout, tout le temps, à tout moment, lui va l'uploader sur différents serveurs. C'est-à-dire que ta vidéo va être dupliquée sur 5, 6, 8 serveurs en fonction de la visibilité de ta vidéo. Donc, ça veut dire que ce poids-là, il est en plus dupliqué. C'est pas juste qu'il est là une seule fois sur un serveur. Et ça, c'est quelque chose qu'on maîtrise. Je n'avais pas forcément à l'esprit. Ce qui veut dire qu'en fait, plus vous avez de personnes qui voient votre vidéo, et plus l'impact écologique est important. Et c'est vrai que tu vois, ça, moi, je le savais même pas. Je te le confesse, je savais pas. Alors après, c'est pas que j'ai des millions de vues sur chaque bientôt, mais c'est. Et donc toi, tu conseilles de faire quoi pour limiter les dégâts là-dessus? Le geste super simple et qui en plus a un double bénéfice, c'est de compresser simplement tous les fichiers qu'on va avant de les mettre en ligne. Pour compresser les fichiers, il y a des outils gratuits qui existent. Je vais t'en donner deux. Le premier, il s'appelle FreeConvert. C'est un site en ligne et il permet de tout compresser. Images, vidéos, audio, PDF. C'est super simple. Tu drag and drop ton fichier et puis tu choisis tes paramètres et ça le compresse. Moi, j'utilise aussi un logiciel sur Mac qui s'appelle Rain Video. Rain comme la pluie. Et en fait, j'ai choisi ce logiciel parce qu'il était gratuit et qui me permettait de pouvoir mettre directement les vidéos sur le logiciel sur mon ordi sans avoir à les télécharger, sachant que les vidéos, c'est déjà assez lourd. Donc, le petit point d'attention quand on compresse, surtout au début, quand on n'a pas l'habitude, c'est vraiment de trouver le bon équilibre entre la qualité et la réduction de la taille. C'est-à-dire que tu veux pouvoir compresser ton fichier sans non plus sans perdre trop en qualité et te retrouver avec une image complètement pixelisée qui ressemble à rien. Donc moi, ce que je recommande au début, c'est vraiment juste de bien tester ces fichiers après les avoir compressés, de les ouvrir et de regarder si la qualité est convenable en fonction de toujours où est-ce qu'on veut envoyer, où est-ce qu'on va envoyer cette vidéo ou ce PDF, quelle va être l'utilisation. Et je vais te dire un truc, le double bénéfice, c'est que et notamment sur les vidéos, c'est que quand tu compresses ta vidéo, moi j'ai par exemple fait des tests sur des Reels où j'ai réussi à avoir une vidéo qui était 14 fois plus légère, c'est que elle se télécharge plus facilement. Et donc, le loading time est beaucoup plus rapide et donc et elle est beaucoup mieux diffusée. Alors vous avez bien entendu, il y a peut-être potentiellement en plus en termes de ROI un avantage à avoir une vidéo plus légère. Alors évidemment, on va mettre en description les outils que tu nous partages. Merci, mais moi j'ai tout de suite envie de les. Alors j'ai pas de Mac, donc je pourrais pas télécharger, mais en tout cas, ce que tu nous as proposé, FreeConvert, je pense que je vais déjà le mettre dans mes favoris. Comme ça, j'aurai le réflexe. Donc, pensez à compresser vos fichiers, on va dire médias. Alors ça peut être PDF, audio, vidéo, tout ce qui est hyper gourmand. Et tu disais aussi qu'en fait, parfois on a pris l'habitude d'envoyer tout dans des, on va dire en grand format ou en format dans une résolution exceptionnelle, alors qu'en fait, on n'a pas forcément besoin. Typiquement, quand on est sur les réseaux sociaux, est-ce qu'on a besoin d'avoir des photos qui font 16 mégas? J'en suis pas sûre, quoi. Ouais, non, du tout. Faut prendre, par exemple, 57% des utilisateurs sur LinkedIn sont sur mobile. Donc, tes vidéos, elles n'ont pas besoin d'être au format 4K ou 16:9. Ça, c'est des formats qui sont faits pour projeter des films à la télé ou au cinéma. C'est ça. Et ça, c'est un truc, moi, je me suis déjà battue avec des agences avec qui je travaillais pour des clients qui continuaient à m'envoyer des vidéos dans des formats de dingue. Et j'étais là, ça va être publié sur LinkedIn. Non, enfin, compressez-moi déjà les vidéos en amont. La troisième action, c'est limiter l'envoi des emails marketing, à la fois la fréquence, mais aussi penser à faire le tri dans sa base de données d'emails. C'est super important parce que premièrement, ça va nous aider à réduire la surcharge d'emails envoyés quotidiennement
Je pense que j'avais un chiffre juste sur les journalistes, par exemple, reçoivent une centaine d'emails par jour, par exemple. Donc, et ça, c'est un type de métier, mais on sait tous on voit tous notre propre boîte email. Et le deuxième point, c'est quand on fait le tri régulièrement dans cette base de données, c'est qu'on améliore la délivrabilité de ces campagnes email. Donc, je vais t'expliquer un peu plus dans le détail comment ça marche. Le premier point, c'est que tu vas vraiment essayer de te poser la question combien d'emails sur une telle période, allez, disons un mois, combien d'emails ma cible, mes prospects, leads, clients qui sont dans ma base de données reçoivent de ma part. Et quel type d'email c'est? Est-ce que c'est des newsletters? Est-ce que c'est des emails automatiques faits par un autre outil? Est-ce que c'est des emails transactionnels? Est-ce que c'est des emails de mes commerciaux? Et en fait, d'essayer de regrouper, parce que souvent, ce qui se passe, c'est qu'il y a le marketing qui travaille d'un côté, les commerciaux de l'autre, les sales encore avec un autre outil, et chacun, en fait, utilise les mêmes bases de données d'email et envoie des emails dans tous les sens. C'est Et vrai. on se retrouve avec une énorme fréquence d'email, et ce qui fait, c'est qu'on va juste fatiguer son audience au lieu de nourrir une relation, on va dire, saine et réciproque. Ah oui. Exactement. Et le deuxième point, c'est que quand j'envoie une campagne d'email, moi je fais toujours un point d'ordre à ce que la campagne soit la plus ciblée et personnalisée possible. C'est-à-dire qu'on évite à tout prix de faire envoyer l'email à tous, même si c'est très Oui, tentant. arrêtez. Non, arrêtez, pitié. Je sais pas combien de fois j'ai ces discussions avec mes clients de mais non, il faut envoyer cet email à tout le monde, il est trop important. En fait, même si cet email doit être envoyé à tout le monde, dans ce cas-là, on va quand même segmenter notre base de données pour changer le message en fonction de l'approche du message en fonction du type de personne à qui on écrit. Est-ce que c'est un client de longue date? Est-ce que c'est un client qu'on vient de signer? Est-ce que c'est un lead chaud? Est-ce que c'est un lead froid? Enfin, et ça va pas être la même approche et pas le même tone of voice. Et ça, c'est super important parce que on veut pas, ça vous viendrait pas à l'esprit de parler de la même manière à quelqu'un que vous avez rencontré hier soir à une soirée de networking et votre meilleur ami d'enfance. Donc c'est la même chose en fait avec votre base de données Même d'email. combat. Exact. Non, mais je suis hyper d'accord avec toi. Et après, un truc que nous, on a fait plusieurs fois, on fait une newsletter par semaine, mais pour garder une base saine, il y a un an à peu près, on a supprimé 2000 contacts. Alors je sais que quand je dis ça, les gens ils font 2000 contacts, mais en fait, c'est pas de gaieté de cœur, ça fait pas plaisir quand tu vois moins 2000, parce que tu sais combien de temps ça prend pour générer 2000 contacts. Mais il faut se dire que c'est des gens qui n'ouvrent plus les emails. Ils ont juste oublié de se désabonner. Donc, au bout d'un moment, juste pour la gloire et l'ego de se dire qu'on continue de l'envoyer à ces 2000 personnes parce que le chiffre il est beau, ça sert pas à grand chose. Donc, on avait pris la décision de supprimer 2000 contacts. Et c'est vrai qu'après, l'impact en termes de taux d'ouverture, il est meilleur. Forcément, le taux d'ouverture est meilleur. Ta livrabilité, elle était déjà bonne, mais elle est que boostée, en fait, puisque comme tu améliores ton taux d'ouverture. Et en fait, ça a des vertus. Ne voyez pas uniquement le chiffre. Dites-vous que s'il y a des gens qui n'ouvrent jamais vos emails, c'est pas la peine de continuer à leur envoyer. En fait, si ça fait déjà 6 mois, au 7e mois, ils vont pas dire ah oui merde, j'ai oublié les 6. Non, en fait, c'est juste qu'ils sont désintéressés, qu'ils ont été trop paresseux pour appuyer sur le bouton unsubscribe. Donc faites-le à leur place. Soyez sympa. Donc, en adoptant le marketing responsable, vous améliorez en plus vos performances marketing. Là, je vais dire, Alice, si on ne tient pas un argument, il est bon celui-là. C'est clair. Au top. Alors, est-ce que tu as une 4e action à nous proposer pour se diriger vers le marketing responsable? Ouais, la 4e action, en fait, c'est plutôt une thématique que j'aimerais apporter qui est un double sujet qui est celui de l'accessibilité et de l'inclusion. Le premier point, c'est qu'il faut savoir que 20% de la population est en situation de handicap. Et donc, si on ne prend pas en compte cette population-là en rendant nos contenus accessibles, en fait, on passe à côté de 20% de notre audience potentielle. Donc, c'est énorme. Et j'ai envie de te dire la même chose par rapport à l'inclusion, la diversité et l'écriture inclusive. C'est 50% de la population sont des femmes. Et donc, même chose, ne pas utiliser l'écriture inclusive, c'est aussi passer à côté de son audience. C'est prouvé que des textes qui ne sont pas écrits en écriture inclusive, qui sont écrits en masculin neutre, impactent moins les femmes parce qu'elles se sentent moins concernées. Je peux te donner vraiment des actions très concrètes qu'on peut mettre en place facilement dans son marketing. Alors moi, je suis pour
je suis complètement d'accord avec toi sur tout ce qui est accessibilité. Et je sais pas si le mot existe, mais représentativité Ouais. aussi. Si tu mets que des mecs tout le temps, ça va être dur pour des femmes de s'identifier. Exactement. Pour même, on va dire, au sens général, hein, je veux dire, pas que hommes et femmes, mais dans la diversité dans son Ouais. ensemble. Par contre, je vais être hyper honnête, moi, j'ai un problème avec l'écriture inclusive. Alors attention, quand je dis un problème avec l'écriture inclusive, c'est que je pense qu'il faut, dans ses écrits marketing et dans ses écrits en général, mettre comme sujet les femmes, et pas que les femmes, on va dire la diversité au sens large. En revanche, pour avoir autour de moi des personnes qui sont, par exemple, dyslexiques, eh ben, que tu le veuilles ou non, l'écriture inclusive exclut ces personnes-là ou les personnes qui maîtrisent mal le français. Donc, finalement, est-ce que des fois, en voulant absolument aller vers l'écriture inclusive, on ne prend pas le risque d'accessibilité aussi, parce que des personnes qui sont malvoyantes ou dyslexiques, elles vont être aussi exclues. C'est un point important que tu mentionnes là, et moi, c'est qui était un vrai questionnement, et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que j'ai fait plusieurs épisodes sur ce sujet, sur slow marketing, pour un peu Écoutez, je pense que les experts de cette thématique. En fait, le point que tu soulignes, c'est souvent le fait que l'écriture inclusive est associée au point médian, et c'est ce point au milieu qui permet de pouvoir, toi, par exemple, au lieu de dire enfin, je vais dire, là j'ai dit les expertes et les experts, et en fait à l'écrit je pourrais écrire, pour simplifier la phrase, pour écrire les experts, point médian, ES, et ça c'est une contraction du mot, comme on utilise pour point pour écrire monsieur, c'est simplement une contraction. Le point médian là, effectivement, il peut poser certaines problématiques, effectivement pour les personnes dyslexiques ou pour les personnes malvoyantes ou non-voyantes qui utilisent des liseuses. Mais en fait, surtout, moi, ce que j'ai envie de faire passer le message, c'est que l'écriture inclusive peut se faire sans point médian, simplement en utilisant des termes neutres ou en faisant l'emploi des doublés comme j'ai fait juste avant. Un petit tips, il existe plein d'outils, et dont un que j'adore utiliser, c'est un assistant GPT qui s'appelle Maxime, qui en fait, sur la partie GPT payante, Maxime, en fait, tu lui copie-colles ton texte et va te le corriger ou l'améliorer en écriture inclusive, et tu peux lui demander de ne pas utiliser le point médian. Juste encore sur les actions d'accessibilité, il y a deux petites actions qu'on peut faire qui me tiennent à cœur. La première, c'est le concept de double accessibilité des médias. C'est-à-dire que quand tu as un audio, tu essayes d'avoir toujours une transcription écrite avec, une vidéo, d'avoir des sous-titres ou une description audio, et en fait de faire en sorte que les médias que tu publies en ligne aient toujours des deux moyens d'y accéder. Ça permet ton audio d'être lu pour des personnes malentendantes, ta vidéo d'être aussi comprise pour des personnes malvoyantes, etc. Donc ça, c'est petit truc super simple, et aujourd'hui aussi super facile à mettre en place avec les outils d'IA. Aujourd'hui. Franchement, il y a plus d'excuses. Cinquième et dernière action pour un marketing digital plus responsable. Est-ce que tu peux nous partager? Oui, bien sûr. Alors, la cinquième action, c'est mettre en place des campagnes publicitaires éthiques. Éthique, pourquoi? Parce qu'on va essayer d'éviter de réduire au maximum tout ce qui est pratique trompeuse, et en plus, parce qu'on va améliorer l'efficacité des campagnes. Ici, moi, je mets en place 3 actions avec mes clients. La première, ça paraît évident, mais en soi, je le répète à chaque fois, c'est la transparence dans les messages publicitaires. Parce qu'on a tendance à dire, OK, on fait une publicité, on y va, on est dans des superlatifs. On fait rêver. Exactement, on exagère tout. Et j'aime bien rappeler deux points hyper importants, c'est éviter les fausses promesses, parce qu'en fait, ça va juste créer de la déception et pas des ventes. Préciser toujours, surtout quand on fait des promotions, les conditions. Être super transparent dans les conditions. Pareil, ça va améliorer la confiance et augmenter vos résultats, plutôt que essayer de cacher en soum des astérix. Oui, en tout petit, tu sais, aligné à 112. Exactement. Vous n'avez pas la bonne couleur du cheveu. Le deuxième, c'est de bien respecter les normes de confidentialité, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on lance des campagnes, que ce soit sur Meta, sur LinkedIn Ads ou sur Google Ads, et qu'on renvoie des personnes sur notre site internet, on doit avoir un outil de gestion des cookies. Donc ça, c'est vraiment très très important. Donc pour valider le consentement ou non du suivi de ces personnes. Alors certes, en ayant un outil comme ça, on va perdre une partie des données, mais en fait c'est la loi, et
c'est des outils très simples à mettre en place et qu'il faut simplement juste installer. Alors moi, je vais même aller plus loin parce que je pense que certaines personnes ne sont même pas à ce niveau-là. Je vais te partager un truc, je pense que tu vas tomber de ta chaise, donc accroche-toi. Cette semaine, je reçois un mail de mon syndic service. Ok. Et en fait, ils ont envoyé un mail à tous les copropriétaires en les mettant tous en copie. Donc là, c'est trop de transparence là. Pour moi, c'est terrible parce que il y a aucune confidentialité, c'est-à-dire que tous les noms sont affichés, toutes les données personnelles sont partagées. Moi, évidemment, je vais pas les utiliser, mais potentiellement, il y a des fuites terribles. Ça, dites-vous bien que en termes de réputation pour l'entreprise, c'est déplorable. Mais alors là, vous prenez vraiment, vous videz le chargeur dans le pied. C'est même pas une balle dans le pied, c'est tout le chargeur. Donc, s'il vous plaît, oubliez que personne ne fasse ça, parce que ça arrive encore. Et ça, c'est vraiment terrible en termes. Tu parlais d'être responsable et c'est gérer la confidentialité. Là, il y a zéro confidentialité, quoi. Et on le voit encore beaucoup. Tu nous disais, pour tout ce qui est campagne publicitaire, on veille à ce que la promesse, elle soit réelle, d'accord? Bon, moi, j'ai envie de dire, ma politique, c'est under promise, over deliver. Hein, donc, promets moins et délivre plus. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Est-ce qu'on peut tous se dire que même dans les pubs, on promet bien, mais on promet un peu moins et on en met plein les yeux au client quand il est client? En fait, oui, et surtout qu'aujourd'hui, les gens sont plus aussi naïfs qu'avant. C'est-à-dire que des publicités, on en voit toute la journée. Donc, soyez vraiment concrets. Même chose, soit si vous voulez faire des publicités avec des témoignages clients, prenez des vrais témoignages, faites pas des faux trucs. Ça se voit à 10 000 à la ronde aujourd'hui, quoi. Donc, ça se voit à 10 000 à la ronde. Et moi, j'ai même une blague avec Laurie, c'est qu'il y a un mec dans une photo de stock. On le voyait tellement partout qu'on lui a donné un prénom. Bob est aussi client de cette entreprise. Oh, Bob est aussi client de celle-là. Mais Bob est client de toutes les entreprises. Donc, sachez que dans une photo de stock, il y a un Bob. Il est client chez tout le monde. Donc, ce qu'on vous dit, c'est pas que vous êtes obligé de prendre, que vous devez arrêter les photos stock et que vous devez absolument prendre en photo des gens de votre équipe. C'est juste que lorsque vous faites des témoignages clients, faites quelque chose qui soit réel et authentique et n'inventez pas des choses parce qu'on le sait que ça existe, hein, les avis achetés, les faux témoignages, voilà. Ça, c'est pas du tout du marketing responsable. Au-delà du fait que c'est pas crédible, c'est pas honnête et en plus honnêtement ça marche pas très bien. Donc, les gens ne sont pas dupes. Mais tu sais, je vais te dire là, je suis en train de refaire le site d'un client en ce moment et ils ont pas d'avis client bien construit. On partage un fichier avec des retours NPS et quelques retours, mais j'ai des débriefs de phrases. Je dis, écoute, je suis désolée, je peux pas en sortir des avis clients qui sont, enfin, ça se met pas sur le site, quoi. Et la décision a été prise, c'est pas grave, le site va sortir mi-juillet sans avis client. Par contre, on va prendre le temps d'aller contacter X clients clés, de leur demander un avis en leur disant il va être publié sur le site, on va l'utiliser peut-être même pour des promotions, des publicités en ligne, etc. Mais on a l'autorisation d'utiliser l'avis client, votre nom et votre prénom, potentiellement une photo et le logo du client. Et c'est fait. Et ça va être beaucoup plus quali que si on bricole un truc en mode ah mais attends, vas-y, mets un peu d'IA sur ça et ça va nous sortir quelque chose, quoi. Non. Complètement d'accord avec toi. Mieux vaut du vrai. Moins, mais mieux en plus. Exactement. Anaïs, est-ce que tu aurais, pour finir, un exemple, on va dire, d'action marketing où finalement, de bout en bout, tu as utilisé tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui en termes d'action marketing responsable? Tu aurais quelque chose à nous proposer pour illustrer? Ouais, je peux te parler d'un de mes anciens clients, la Yoga Room. C'est un groupe de studios de yoga qui est présent à Bruxelles, Paris, Lyon et Lisbonne. Et j'avais retravaillé avec eux toute leur stratégie Meta Ads, donc les publicités sur Facebook et sur Instagram. Avec eux, j'avais travaillé 3 points. Le premier point, c'était des visuels inclusifs et représentant beaucoup plus de diversité. Et donc là, typiquement, on avait fait exactement la même chose. On avait arrêté d'utiliser des images de stock d'images et on avait été faire des photos avec des membres du studio pour vraiment représenter les yogis qui venaient dans ce studio. J'avais travaillé sur tout ce qui était compression des images parce que je savais que c'était un point qui allait améliorer la délivrabilité de mes campagnes et notamment des vidéos. Et le troisième point, c'est que j'avais travaillé un ciblage vraiment très précis autour de thématiques et de points de douleur que peuvent avoir les personnes, c'est-à-dire c'était des questions de gestion du temps, ne pas avoir le temps d'aller faire du sport, c'était des problématiques de stress, etc.
Donc, on avait pris vraiment des thématiques, d'ailleurs, que les membres nous avaient remontées par rapport aux bénéfices de pourquoi ils aimaient pratiquer en studio. En résultat concret, nouvelle campagne que j'ai pu lancer avec la Yoga Room, on a réussi à diviser par 2 le coût par clic. Donc, concrètement, ça veut dire que les campagnes coûtent 2 fois moins cher et à augmenter d'à peu près 50% le taux de clic, donc c'est-à-dire que les visites sur le site. Donc c'était assez énorme en termes de résultats. Donc pour te dire que ça a un impact concret d'apporter plus de diversité, mais aussi de compresser les images et d'avoir un ciblage précis dans ces campagnes. Et en fait, ce que vous voyez, c'est que Anaïs, moi ce que j'entends, c'est que tu as utilisé des bonnes pratiques marketing responsables, mais qui viennent soutenir déjà des bonnes pratiques marketing. En fait, elles vont dans le même sens. C'est pas des forces contraires. En fait, j'ai envie de dire, c'est une couche supplémentaire qui peut améliorer vos performances. Écoute, merci pour ce cas hyper intéressant, parce que moi, tu sais, j'adore le yoga, donc c'était un cas parfait pour moi. Et surtout, un grand merci d'être venu sur My Marketing Podcast. Donc, évidemment, si je veux te suivre, vous pouvez écouter Slow Marketing, que je vous recommande de nouveau. Et si je veux t'envoyer un message, comment je fais? Je te joins où? Comment? Le plus simple, c'est LinkedIn, sur mon profil Anaïs Baumgarten. Ça marche, on le mettra aussi en description. Un grand merci Anaïs et à très bientôt.